Bonjour à tous. Tout le monde est là, il y a encore du monde qui doit arriver. On va commencer. Premièrement, merci d'être là. On va parler pendant 30 minutes de marketing avec Laura. Donc, on va peut-être, la moindre des choses, c'est d'expliquer qui on est pour comprendre nos positions, nos convictions et pour que ce soit plus simple à comprendre pour vous. Tu me laisses commencer ? Ok. Du coup, Jonathan, je fais du marketing depuis pas mal d'années, une quinzaine d'années. J'ai d'abord commencé dans les grands groupes, TF1, Microsoft, pendant pas mal d'années. J'ai ensuite fondé une première boîte consumer que j'ai revendue en 2016. Et j'ai ensuite intégré un fonds d'investissement qui s'appelle Alven, que certains connaissent peut-être, un des plus gros fonds VC européens. Et j'étais CMO là-bas et je m'occupais de la direction marketing du fonds lui-même, mais aussi de chacune des startups qui entraient dans le portefeuille. Donc je les aidais à se structurer sur leur practice marketing, que ce soit sur des sujets stratégiques ou opérationnels. J'ai fait ça pendant 4 ans et à la suite de ça, je me suis rendu compte qu'il y avait une vraie pain de comment on peut staffer le marketing en startup. Beaucoup de turnover, beaucoup de non-alignement avec les fondateurs et qu'il fallait beaucoup d'agilité pour pouvoir répondre à ces problématiques marketing. Et du coup, j'ai monté il y a 4 ans et demi maintenant Itro, qui est une société de part-time CMO. Donc aujourd'hui, on en voit partout sur LinkedIn des part-time CMO, des freelance fractional CMO, etc. La réalité, c'est qu'il y a 5 ans, personne ne connaissait ça. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est un modèle qui fonctionne. Donc, qu'est-ce que Itro et qu'est-ce que le part-time CMO ? C'est un peu plus de 30 personnes. C'est la moitié des équipes qui sont internationales, plus de 300 clients, principalement startup, scale-up et VC. Donc, on va aller travailler avec des startups hyper early. On a accompagné Figures quand ils étaient 3, on a accompagné Algolia quand ils étaient 800, on a accompagné Lifen qui sont 300. Donc on va être toutes les phases de la maturité et du coup les jobs n'ont rien à voir. C'est qu'on soit sur des petites boîtes ou des grandes boîtes, le métier de directeur marketing n'est pas le même. Et qu'est-ce que je peux dire de plus ? Et voilà ce qu'on fait, voilà ce qu'est le part-time CMO. On est complètement agnostique, toute industrie. Et c'est dans ce cadre-là que je pense que je peux répondre à Laura face à toutes ces interrogations, en tout cas, et je peux lui donner les bonnes questions pour qu'elle puisse nous éclairer sur le marketing. Top. Merci beaucoup, Jonathan. De mon côté, Laura, moi j'ai une dizaine d'années d'expérience en marketing. Contrairement à Jonathan, moi j'ai pas commencé dans les grands groupes, j'ai commencé par monter ma boîte et pas du tout dans la tech pour le coup. J'aime bien dire en rigolant que je vendais des saucissons en vélo et c'est pas loin d'être vrai. Vous pourrez les regarder dans le détail si ça vous intéresse. Ensuite, je suis allée faire mes classes en marketing digital chez Jumia, qui est l'équivalent d'Amazon, mais pour le continent africain, donc du e-commerce. J'ai ensuite rejoint Co-Stockage en tant que CMO, et on va peut-être en parler un petit peu, mais derrière cette étiquette de CMO, il y a vraiment beaucoup de choses. Là, ce qu'il y avait derrière cette étiquette de CMO, c'était équipe marketing à moi toute seule. J'ai passé 1 an et demi à faire de l'acquisition plutôt sur la partie locataire. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Co-Stockage, c'est le Airbnb des caves et des greniers, c'est du garde-meubles entre particuliers. Et puis, suite à ça, j'ai rejoint 360 Learning, qui est une scale-up un peu plus connue, où j'ai passé 4 ans. J'aime bien me présenter l'expérience là-bas. Départ, quand je suis arrivée, on était 70, on n'était qu'en France, et on était 5 dans l'équipe marketing. Et quand je suis partie 4 ans plus tard, on était 400 dans la boîte, présents en France, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Allemagne. Et moi, j'étais directrice de la demand gen et j'avais une quinzaine de personnes dans mon équipe. Donc vraiment l'expérience de la scale-up dans toute sa splendeur. J'ai fait un petit break, j'ai été freelance, pas part-time CMO, mais freelance en marketing. Et depuis octobre, je suis VP marketing chez Tenacy, qui est une startup lyonnaise pour ceux qui sont du coin, qui fait un SaaS dans la cybersécurité. Et je ne vais pas rentrer plus dans les détails parce que ça devient vraiment très technique. Ok, très clair. Tu l'as très bien décrit, tu as évolué dans des environnements très différents, que ce soit Jumia, la grosse boîte, 360 Learning qui est une scale-up, Co-Stockage qui est une toute petite startup. Moi, personnellement, quand on me demande que font tes CMO chez les clients, je suis incapable de répondre. Parce que quand tu es CMO, comme tu dis, chez Co-Stockage, où tu es le seul et tu bootstrap le marketing, tu vas chercher l'attraction, le revenu très rapidement, c'est pas le même job que quand tu arrives dans une boîte de 400 personnes où tu dois faire de la politique, manager les équipes, virer s'il y a besoin de virer, recruter, former, etc. Donc, moi, j'aimerais, et surtout, pour les fondateurs et les fonds, le marketing n'a pas forcément la même place. Donc moi, ma question, c'est en ayant vu des boîtes très différentes, où était la place du marketing en fonction de la maturité de la société ?
Ouais, je trouve ça super intéressant de parler de place du marketing parce que bien souvent, quand on pense à ce que va faire un CMO, donc je vais utiliser ce terme de CMO pendant ces 30 minutes, vous aurez compris que ça recouvre des réalités vraiment très différentes. Quand on parle de CMO, on raisonne souvent en termes de ce que cette personne va faire au quotidien. Quelles vont être ses missions, quelles vont être ses tâches. En fait, il y a deux composantes super importantes aussi, qui est quelle est la place du marketing dans le business de la boîte et quelle est la place du marketing dans la culture de la boîte. Quand je parle de place dans le business, c'est est-ce que vraiment le marketing est essentiel parce que c'est le nerf de la guerre d'acquérir des clients, ou est-ce qu'on est plus, presque je dirais dans un nice to have, puisqu'il s'agit plus de maintenir une image de marque, de maintenir un niveau de qualité. Idem pour la partie culturelle, est-ce que vous êtes dans une boîte sales ou est-ce que vous êtes dans une boîte commerciale? Il y a des boîtes aujourd'hui, on sait que c'est des boîtes de commerciaux. Doctolib, si je prends l'exemple de la startup, c'est une boîte de commerciaux. À l'inverse, Swile, si je reste aussi dans les startups, beaucoup plus une boîte marketing. Apple, si on veut vraiment aller dans les grands groupes. Et ces deux éléments, ils vont définir le quotidien du CMO autant que sa mission et que ses tâches. Et effectivement, moi, dans mon parcours, j'ai été chez Costocage où marketing, importance business modérée, en revanche, importance culturelle plutôt haute. 360 Learning, importance business énorme parce qu'on était dans la phase de croissance extrême et donc là, c'était vraiment le nerf de la guerre. Je crois que mon micro marche. Oui, il marche. Il marche, ok. On t'entend bien. Et chez Tenacy, je suis dans un cas où le marketing a une importance business énorme parce qu'on a un gros enjeu d'acquisition de nouveaux clients. En revanche, culture marketing, pas du tout. Et en tant que marketeuse, je dois vraiment défendre la position du marketing dans une boîte de commerciaux. Tu parles de nice to have. Je ne suis pas sûr qu'on puisse en parler vraiment, même si pour beaucoup d'entrepreneurs, c'est je fais moi-même le marketing, je prendrai une stagiaire ou un stagiaire et ça tiendra 5-6 mois et peut-être 2 ans. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas du tout un nice to have. C'est que je pense que comme le marketing touche à l'émotionnel, forcément, l'entrepreneur, il a du mal à le déléguer. Le terme de nice to have était sans doute pas le bon. Ce que je veux dire, c'est que tu as un niveau de pression de la part des fondateurs et de la part ou des investisseurs, selon le contexte dans lequel tu te trouves, qui est plus ou moins élevé selon le contexte de la boîte, sur le marketing. Et donc, tu as des moments dans la vie d'une boîte où le marketing est vraiment sous le feu des projecteurs et d'autres où c'est un peu plus tranquille. Ouais. Et en plus, les investisseurs sont aussi biaisés par leur parcours professionnel d'avant et du coup n'ont pas forcément la bonne analyse face au marketing. Et je pense que c'est un vrai sujet. Tu as parlé beaucoup de la culture marketing, mais à chaque fois, il y a la culture business. Et le marketing, c'est un générateur de revenus. Et that's it. Même si derrière, ça permet de recruter les bonnes personnes, ça permet de travailler l'image de marque. En réalité, tout ça, c'est pour un but, c'est générer du revenu et aider la boîte à grossir. Moi, j'ai une autre question sur le rôle du CMO en lui-même. Déjà, aujourd'hui, un CMO, il doit savoir faire de la brand, de l'acquisition, ce qu'on appelle du marketing ops, c'est-à-dire mettre en place des process marketing. Il doit être capable de faire de l'acquisition gratuite, organique, payante. Il doit être capable de travailler la marque employeur. Il doit être capable de manager, être data-driven. Ces mecs-là, ils n'existent pas. Faut se le dire, c'est qu'à la fin, il y a un cerveau qui est plutôt brand et créatif, il y a un cerveau qui est plutôt data-driven, et c'est la réalité du marché. Donc on leur demande déjà quelque chose qui est contre nature, et en plus de ça, on leur demande de s'adapter à l'évolution de la boîte. C'est-à-dire que le marketeur qui arrive et qui est dans la boîte de 3 personnes doit être aussi bon que le marketeur qui arrive et est dans une boîte de 300 personnes. Et ce n'est pas du tout les mêmes profils. La raison, en tout cas, ce qui en ressort, c'est qu'il y a des chiffres qui sortent. C'est que 35% des CMO aujourd'hui en startup, ils quittent leur job avant 2 ans, que 80% des CEO, ils n'ont pas confiance en leur CMO. À titre de comparaison, c'est 10% avec les CFO. Donc il y a vraiment un problème, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai monté ma boîte, c'est qu'il y a un problème de perception du marketing dans les boîtes. Maintenant, ma question, c'est quel est le vrai rôle du CMO en fonction de la maturité de la boîte? Qu'est-ce que doit faire un CMO? Qu'est-ce qu'il ne doit pas faire? Ouais, je voudrais revenir un petit peu sur cette question de manque de confiance dans les CMO, parce que c'est assez surprenant quand on y réfléchit. Le fait qu'un rôle évolue en fonction de la taille d'une boîte, de sa maturité, c'est le cas pour tous les rôles finalement. Donc pourquoi plus particulièrement pour le marketing? Quand j'ai essayé d'y réfléchir, il y a quand même 2 éléments auxquels on ne peut pas grand-chose qui sont propres au métier du marketing. C'est on est un métier qui est super soumis à l'évolution des nouvelles technologies, des tendances de marché, etc. Donc par définition, on a un rôle qui évolue et qui est un petit peu galère, je dirais, à garder sous contrôle. Le deuxième élément, c'est qu'on est le haut du funnel.
Donc par conséquent, s'il y a un pivot, un changement, un nouveau marché, ça commence par nous. Ce qui fait qu'on est potentiellement les premiers à atteindre notre seuil d'incompétence, je dirais, ou à sauter en cas de réorganisation. Bon, ça, je pense que c'est assez structurel, on ne peut pas y faire grand-chose. Maintenant, il y a vraiment la question de la confiance. En parlant avec beaucoup de founders et quand je passe des entretiens, etc., il y a toujours ce côté, oui, le marketing, ça va souvent dépenser de l'argent. Et ça fait peur. Surtout que parfois, le marketing dépense de l'argent et il ne peut pas montrer le ROI de ce qu'il fait. Et ça, c'est terrible. Et ça, effectivement, les CEO n'ont pas confiance là-dedans. Et c'est doublé, et après, je te laisse rebondir, par le fait que beaucoup de fondateurs s'imaginent que tout le monde peut faire du marketing. Le CFO, le CTO, non. On ne sait pas faire un PNL, on ne sait pas coder, il n'y a pas de problème, on va le laisser tranquille. Le marketing, c'est bon. Moi aussi, je peux rédiger un slogan. Moi aussi, je peux organiser un événement. C'est un peu vrai, c'est globalement pas vrai. Et je pense que le manque de confiance vient de là aussi. C'est ce que j'allais dire, c'est qu'au final, tout le monde pense pouvoir le faire. Et du coup, on rentre dans une bagarre d'ego. C'est que le CMO, on en parlait tout à l'heure, c'est même si un CMO a une équipe, même si le CMO il a son budget, c'est un métier isolé. C'est que tu te bats contre les sales, parce que les sales vont dire ouais, il n'y a pas assez de leads, les leads sont pas assez qualifiés, etc. Tu te bats contre le fondateur, parce qu'il dit ah non, tu touches pas à ma marque, moi j'ai pas envie que mon logo il devienne rouge et j'ai pas envie que mon nom il change. Tu te bats contre les RH qui disent attention, moi la marque employeur je sais la faire, alors qu'en fait toi tu sais faire la partie juridique, mais tu sais pas forcément comment attirer les bons talents avec les bons triggers pour pouvoir leur donner envie de venir. Et du coup, un CMO il est toujours en bataille. Et c'est très dur. C'est que tu dois justifier ton coût, tu dois justifier tes dépenses. Le ROI il peut être sur du long terme. Si finalement tu t'engages des dépenses, c'est plutôt pour une vision, donc c'est plutôt pour un ROI à 6 mois, 1 an. Et ça, les gens ont du mal à le comprendre. Et c'est tout ça qui fait que tu te retrouves toujours à devoir te justifier, expliquer pourquoi tu es là, expliquer quelle est ta valeur ajoutée. Et ça, je pense que c'est très dur. Et surtout que tout le monde, aujourd'hui encore plus, avec les podcasts, avec des posts LinkedIn, avec du blogging, tout le monde a l'impression d'avoir déjà tout entendu. Donc, tu as du name dropping de chaque action marketing. Et les mecs, ils vont dire ah, mais pourquoi t'as pas fait du lemlist? Parce qu'en fait, c'est pas du tout le sujet. Ouais, mais je pense qu'il faut quand même faire du lemlist. Donc, il y a c'est très accessible, mais l'expertise, elle est très dure à avoir. Mais c'est très accessible. Donc, du coup, il y a une difficulté pour les CMO à dire en fait, je suis expert et je suis pas juste un mec un peu qui est arrivé là par hasard et qui va t'aider à choisir la couleur de ton logo. Ouais, complètement aligné là-dessus. Et je sais pas si je court-circuite peut-être tes questions, c'est pas grave. Non, mais je rebondis un petit peu sur le côté. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler d'outils. Il y a eu toute la mode il y a quelques années de parler de growth hacking, etc. Maintenant, tout est du growth hacking, tu sais. C'est du marketing, c'est même pas forcément de la growth, alors encore moins du growth hacking. Et on a complètement perdu de vue les fondamentaux du marketing. C'est là qu'on raccroche un peu avec le titre, parce que là, vous vous disiez, mais ça n'a aucun rapport cet échange avec le titre de cette conférence. J'aime bien parler de ce sujet en racontant une petite anecdote. Quand j'étais chez 360 Learning, à un moment, on a structuré l'équipe marketing. On a recruté des product marketing managers. À l'époque, le rôle n'était pas encore hyper connu en France. Ça commençait à émerger aux US, mais pas encore en France. Et on m'a expliqué ce que ça faisait. Et on m'a dit, c'est quelqu'un qui va étudier le marché, comprendre les besoins des clients, et puis, du coup, dire ce qu'on doit dire sur le produit pour que ça intéresse les clients. Et j'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi on recrutait quelqu'un pour faire ça, parce qu'en fait, ça, c'était mon métier au marketing. Et en fait, je pense que la mode du growth hacking, le fait qu'aujourd'hui, ce soit hyper facile de lancer une campagne sur Google ou sur Meta ou d'utiliser n'importe quel outil dont tu as entendu parler dans un podcast, fait que la plupart des marketeurs ou la plupart des boîtes se lancent dans des trucs en oubliant les fondamentaux du marketing, qui sont quel est mon marché, qui sont mes clients, que veulent-ils, quels sont leurs besoins, quels sont leurs désirs, et du coup, qu'est-ce que je vais leur proposer? Je suis pas forcément d'accord avec toi. Je sais que c'était pas prévu, on devait être d'accord toute la conférence. En fait, le product marketing, pour moi, c'est un fondamental. C'est que dans toutes les grosses boîtes du monde, les boîtes tech, il y a toujours eu du product marketing. Et il est jamais arrivé en startup. Il est arrivé maintenant, et ça fait 2 ans qu'on voit des product marketing. Et je suis d'accord que le scope n'était pas forcément bien délimité pour le product marketing. Moi, je pense que le CMO doit donner la vision et doit comprendre son marché. Et la réalité du product marketing, c'est qu'il est très frontalier avec le CSM. Et c'est celui qui va un peu travailler avec le CSM pour comprendre il va être très proche des sales
Et c'est lui qui va travailler sur le Sales Enablement, c'est lui qui va travailler avec les CSM, c'est lui qui va aller gérer et du coup comprendre les triggers de features qui vont te permettre de vendre ton produit. Donc c'est un peu différent, c'est juste que toi tu vas avoir la vision globale du CMO en disant bah, mon produit, voilà le persona, si on parle de fondamental, voilà le persona, voilà la vision qu'on a, voilà la valeur qu'on apporte, et voilà ce qui touche mon client en mode big picture. Par contre, le trigger qui va faire que la personne va signer en face, c'est le product marketing qui va te le donner. Alors évidemment, quand tu es dans une boîte de 50 personnes et que tu as 3 personnes de marketing, c'est pas ta priorité de recruter le product marketing, c'est plutôt le CMO qui va le faire. Mais à terme, quand la boîte se structure, c'est assez smart de se dire, en fait, je vais avoir vraiment ce lien sales, CSM et product et le remonter à ma CMO. Mais je pense que c'est exactement ça, et c'est sans doute là qu'on se rejoint, c'est que dans une certaine taille de boîte, que cette fonction de récupérer un maximum d'inside marché pour que ta réflexion soit alimentée par de la donnée quanti autant que possible, mais surtout quali à travers des entretiens, et que ce soit dédié au PMM, pas de problème. Mais là où ça me gêne, c'est que au début, quand tu as une seule personne, qu'on s'imagine que c'est quelque chose que tu vas rajouter plus tard, et que c'est une brique que tu vas rajouter plus tard. Alors qu'en fait, c'est littéralement la base de ta strat marketing. Tu commences par ça. Exactement. Et c'est là où, encore une fois, le marketing génère du revenu. C'est le marketing, il doit aider les sales. Et souvent, il y a des silos entre marketing et sales. Et c'est là où on peut avoir une vraie valeur. C'est que le sales, il va se dire, je vais essayer de bourriner pour essayer de vendre. Non, tu ne vas pas bourriner, tu vas trouver les bons interlocuteurs qui vont te permettre de vendre. Et ça, il n'y a que le marketing finalement qui peut le faire parce qu'il comprend on ne le dit pas assez, mais le marketing, il y a un lien cognitif, il faut travailler les biais, il faut travailler la compréhension du client. Et ça, on l'oublie, hein. Quand on fait du gros hacking, c'est que itératif. Tu balances des ads, tu balances de l'acquisition, essayer de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Après, tu prends des décisions. Ça, c'est quand tu as plein de pognon et que tu viens de lever 40 millions. Mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de boîtes qui sont montées sans ça. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé les fondamentaux, c'est-à-dire qu'ils ont étudié le marché, ils ont étudié les personnels, les bénéfices, et ils ont travaillé main dans la main avec les sales. Donc finalement, on est assez d'accord. Ça passe. Et pour compléter sur ce que tu disais, je pense qu'une compétence qui est souvent sous-évaluée quand on parle de marketing, c'est vraiment cette notion d'empathie et de cette capacité à se mettre à la place d'un utilisateur que souvent les fondateurs n'ont pas parce qu'ils ont lancé leur produit ou leur service avec une idée en tête et un plan vraiment très précis et qu'ils ont tellement la conviction ancrée au corps, et ce qui est très bien et ce qui fait leur succès en tant que CEO, mais que c'est dur pour eux de se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre et potentiellement d'une autre cible ou d'un autre persona. Et un bon marketeur va être capable de faire un peu cet exercice et d'aller projeter les besoins, mais aussi les désirs, parce que quand on parle de marketing, tu l'as dit tout à l'heure, on est dans l'émotionnel, on n'est pas que dans le rationnel. Donc quand on fait des personas, c'est très bien d'avoir plein d'éléments concrets, mais il faut aussi se poser la question des leviers psychologiques, des drivers psychologiques et émotionnels de notre cible. Et ça, c'est une vraie compétence de marketeur. Ouais, je pense que le directeur marketing doit être capable d'enlever les illusions du fondateur. Et quand on monte une boîte, on se dit mission. Je vais faire la boîte qui va changer le monde. Non, en fait, tu as un petit marché. Si tu veux grossir, tu auras besoin d'aller sur un nouveau marché. Et c'est un peu le job du CMO. Alors forcément, au début, tu essayes de dire les 3, 4, 6 premiers mois. Donc le fondateur, il t'écoute. Et au bout de 6 mois, il dit tu vas te calmer, c'est ma boîte. Et c'est là où il y a des frictions, en général. Je ne parlerai qu'en présence d'un avocat. Et du coup, ça me permet d'enchaîner sur comment tu trouves le bon CMO. Le CMO qui va un peu changer ta boîte. Moi, dans mon quotidien, je vends des missions, je vends des CMO, pour résumer, à des startups. Et à chaque fois, on me dit ouais, moi j'aimerais quelqu'un qui a fait un SaaS dans la tech, spécialisé dans les boîtes de 20 à 30 personnes. Et je dis ouais, mais ça, je l'ai pas. Ça, j'ai 30 personnes dans ma boîte, c'est le but, je peux pas avoir n'importe qui. Il dit mais t'as pas au moins quelqu'un qui a fait de la tech? Et je me bats pour leur dire, si on reprend le terme de fondamental du marketing, je me bats pour leur dire en fait, le marketing, soit tu sais le faire, soit tu sais pas le faire. Après, la créativité, tu vas la chercher ailleurs. Et il faut faire confiance à des gens qui ont une vision, qui ont une capacité de compréhension, qui ont une capacité d'analyse, qui ont une capacité d'exécution. Et ensuite, ce CMO te permettra d'aller chercher ta traction. Donc moi, je vois ton parcours, tu as fait du B2B, du B2C.
ce que j'adore faire, c'est que moi, mes CMO, ils bossent avec 3 clients à chaque fois en même temps. Ils peuvent travailler sur une medtech, une fintech et une boîte consumer. Et en fait, le lundi, ils pensent à une stratégie medtech. Et le lendemain, dans le truc consumer, ils se disent mais attends, ça pourrait grave marcher pour le consumer. Et là, ils ont vachement de créativité. Ils vont hyper vite et ils créent des nouvelles choses. Pour moi, c'est les meilleurs CMO, c'est ceux qui sont capables de changer et de travailler sur plein de sujets différents et de s'adapter et d'être hyper agile. Toi qui as fait du B2B, du B2C, je suppose qu'à un moment dans tes entretiens, on t'a dit mais attends, tu étais en B2C, pourquoi tu fais du B2B? Est-ce que tu sais vendre en B2B? Est-ce que tu sais faire ça? Tu es en cyber? Tu as vendu avant, tu étais en EdTech? Vraiment, tu arrives à faire la passerelle? Donc ça, c'est comment tu réagis face à ça? Et pour toi, comment tu recrutes un bon CMO? Mal, je réagis mal face à ça. Ça m'est arrivé beaucoup trop souvent qu'on me dise « Ah, mais vous avez une expérience B2B dans le e-learning, donc voilà, sortir de ça, ça va être compliqué. » Bon, voilà, no comment. Je pense que c'est quand même assez dommage de recruter quelqu'un et de se dire qu'on estime que cette personne ne va pas être capable de sortir de ce qu'elle a fait les 3 dernières années. C'est un peu un red flag, je trouve. Donc, complètement aligné avec toi que le métier de marketeur, pour moi, il est agnostique. Toute la démarche qu'on a un peu touché du bout du doigt en parlant de comprendre sa cible, d'aller trouver les bons messages, de construire une stratégie derrière, elle est complètement agnostique. Je peux la faire quel que soit le produit et quel que soit le service. Bien sûr qu'après, il y a une expertise qui se construit dans une industrie donnée sur un type de produit en particulier et qu'elle a de la valeur. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais c'est pas ça qui va forcément permettre à un CMO d'être plus efficace et d'apporter plus de valeur à une boîte. Je pense, en toute honnêteté intellectuelle, qu'il y a un cas où ça peut permettre, où ça peut avoir de la valeur, c'est qu'effectivement, si tu recrutes quelqu'un qui vient chez ton concurrent, bien sûr qu'il va aller un peu plus vite, on est d'accord. Maintenant, je pense que ça vaut pour quelques cas très spécifiques et que la plupart des boîtes ne sont pas à 3 mois près dans le déploiement de leur stratégie. Et qu'au contraire, quelqu'un qui vient d'un autre secteur va vraiment apporter une autre manière de réfléchir, va remettre en question ce que peut-être la boîte prenait pour acquis depuis le début en rechallengeant les hypothèses de base et que ça a une valeur énorme. Et au contraire, je pense que si tu as déjà bossé dans un secteur, tu peux être biaisé et tu peux mal faire ton job parce que imaginez, je sais pas, une boîte d'IA de 4 personnes qui a une techno qui est un peu flinguée, recrute un CMO de ChatGPT et le mec il va arriver et dire bah c'est simple, on va faire ça, mais sauf que la techno elle marche pas. Donc déjà tu es biaisé par le fait que tu penses que tu as le meilleur outil. Donc je pense qu'au contraire, il faut avoir l'humilité de se dire j'apprends, j'arrive, je découvre quelle est l'industrie, quel est le business model, et après, j'applique mes frameworks, ma manière de faire, j'apporte de la créativité un peu partout, et le but, encore une fois, c'est d'aider la boîte à avancer. Et c'est pas juste de se dire « Ah, j'ai fait mon post social media, ah, j'ai fait mon SEO ». Non, c'est t'aider, quelles sont les priorités, quels sont tes challenges, comment tu vas aller reacher tes clients. Et surtout, alors je ne sais pas si dans la salle, on a principalement des marketeurs ou principalement des gens qui pourraient chercher des marketeurs. Combien de marketeurs? Levez la main. Ah, ok, donc c'est à peu près équilibré. Ça vaut pour les deux, du coup, mais je pense que plus que pour vous qui allez recruter des marketeurs, plus que la question de OK, dans quelle industrie tu as bossé, dans quel type de business model tu as travaillé, les bonnes questions à se poser, c'est quel est l'objectif de ma boîte? Est-ce que je veux que mon CMO il sache ce qu'il va devoir faire pour atteindre cet objectif ou est-ce que je vais lui dire ce qu'il va devoir faire et quels sont les moyens que je suis prêt à mettre en place. Et ça me semble être 3 questions beaucoup plus pertinentes que est-ce que la personne a déjà fait du B2B si je fais du B2B ou du e-learning si je fais du e-learning. Parce que vous avez, si on reprend l'exemple que tu prenais sur ChatGPT, si le mec il vient de ChatGPT, il avait un budget de 100 millions d'euros, une équipe de 40 personnes, c'est pas du tout la même chose que repartir avec un budget zéro, même si c'est exactement la même industrie et la même cible. Et ça, c'est pour le coup des questions d'état d'esprit qui sont beaucoup plus longues à acquérir que la connaissance d'un nouveau secteur ou d'un nouveau modèle. Ouais, et le CMO, en général, il ne bosse qu'avec les founders ou le CEO. Et le CEO, il connaît son marché par cœur. Et tu vas pas arriver et dire ah, j'ai une idée sur le marché, alors que le mec, il connaît, ça fait 10 ans qu'il bosse dans ce secteur-là. Donc, il a besoin de quelqu'un qui lui apprenne autre chose. Et en fait, tu apprends autre chose si tu viens d'un horizon différent. Rien à ajouter. Merci. Dernière question, parce qu'il nous reste 5 minutes, on est dans les temps. Tu as bossé dans plein de boîtes différentes et
toutes les boîtes ont des organisations un petit peu différentes. Le marketing, c'est très compliqué à manager parce que déjà, les marketeurs sont des populations compliquées. Attention, il y en avait quand même la moitié. Ouais, mais c'est la vie. Hein, ils challengent tout, ils sont toujours en train, ils sont aussi dans l'émotionnel encore plus que n'importe qui. Ils restent pas à leur place, mais je le sais et je suis comme ça de nature. Donc c'est dur de manager des marketeurs. Il y a beaucoup je sais pas comment, c'est pas forcément que du quali, tu manages pas que par de la data, tu manages aussi par des efforts sur du long terme, etc. Donc moi, ce que j'aimerais savoir, c'est, tu as vu des boîtes comme Jumia où ce sont des machines à process, tu as bossé chez 360 Learning qui est une boîte de malade en termes de culture, ou en tout cas de framework managériaux. Qu'est-ce que aujourd'hui tu retiens? Est-ce qu'il y aurait un framework que tu retiens sur une manière ou une manière de faire pour manager tes équipes marketing? Oui, effectivement, pour avoir managé des équipes parfois un peu conséquentes en marketing, c'est des équipes compliquées parce que c'est des profils très différents, à la fois en termes de hard skills et de soft skills. Donc ça fait que d'un point de vue management, d'un point de vue reporting, comme tu le disais, on ne peut pas faire quelque chose du one size fits all. Il faut diversifier selon les profils. Donc moi, les enjeux que j'ai en tête quand je parle constitution, management d'une équipe marketing, c'est déjà comment je crée cet équilibre entre mes différentes compétences et mes différents profils pour faire en sorte d'avoir un maillage exhaustif en termes de compétences pour tous mes besoins. C'est comment est-ce que je crée de la résilience, parce que vous l'avez compris, on n'est pas dans une équipe sales ou CSM où en fait il y a 10 personnes qui font le même métier. Donc s'il y en a un qui est malade ou un qui part, les autres auront peut-être un peu plus de boulot, mais on se débrouillera. Là, si vous avez un content manager et qui s'en va, c'est pas l'event manager qui va rédiger des livres blancs. Et puis c'est globalement comment est-ce qu'on fait bosser tous ces gens ensemble, parce que compétences différentes, donc personnalités différentes, donc focus différent aussi, et c'est pas évident. J'ai pas de recette miracle, mais ce qui aide, je trouve, c'est déjà de s'appuyer sur les marketing ops. Tu en as parlé un petit peu au début. Moi, c'est vraiment ma reco à partir du moment où une équipe marketing prend une taille un petit peu importante. C'est d'avoir, j'allais dire une personne dédiée, pas forcément, mais en tout cas d'avoir un rôle de marketing ops. Après, libre à vous de recruter une personne pour faire ça ou d'assigner cette casquette un peu un mi-temps à quelqu'un ou même de la répartir sur plusieurs personnes. Mais en tout cas, c'est d'identifier la fonction de marketing ops qui a quels objectifs, qui a pour objectif d'harmoniser les process, d'harmoniser les KPI, de faire, je dirais, un minimum de formation continue pour que tout le monde ait un niveau d'expertise au moins seuil sur votre CRM, les outils de reporting, etc. Et ça, je trouve que ça aide énormément. Le deuxième point, c'est pour essayer de résoudre la question de comment est-ce qu'on fait bosser ces gens ensemble et de ne pas faire des silos. Bon, selon la culture de votre entreprise, vous pouvez plus ou moins avoir de transparence dans ce que vous faites ou quoi que ce soit. Moi, j'aime bien essayer de casser les silos en créant régulièrement des task force ponctuelles sur un sujet super simple. Là, pour vous donner un exemple concret, chez Tenacy, je dois générer des demandes de démo, rien de très original. On est à 5 par semaine. Là, j'ai dit, OK, qu'est-ce qu'on fait si on doit passer à 10 par semaine sous 3 semaines ? Et donc, on s'est posé avec l'équipe, avec toute l'équipe, et chacun, dans son périmètre, a proposé des actions. Et ça permet de créer un focus commun à court terme autour d'un objectif très simple. Et ça, je trouve que ça permet de créer de la cohésion, sachant que, comme on a des profils différents, en prérequis, c'est un peu que chacun a des scopes assez différents. Et le dernier élément, et alors là, c'est beaucoup plus subjectif, mais moi, en tant que CMO, je trouve que c'est génial d'avoir une équipe diverse. Et c'est le fameux ensemble, on va plus loin. Parfois, c'est très fatigant. Et donc, je trouve que ça aide, à partir d'un certain seuil, d'avoir au moins une personne dans l'équipe où tu sais qu'elle pense comme toi. Et que si tu lui dis A, elle va comprendre A et elle va faire A. Et d'avoir cette personne sur qui tu peux te reposer le jour où tu as quelqu'un, enfin, tu as un projet qui doit délivrer super rapidement, ou alors un truc un peu touchy et vraiment tu as besoin que ça se passe exactement comme si tu l'avais fait toi, je trouve que c'est un bon petit coup de pouce. Un sparring partner, quoi. Un sparring partner. Et comment tu fais quand t'as le mec du content qui veut plus faire de content, parce qu'il en a marre, le
mec du SEO qui dit j'aimerais ferais bien du paid et la personne qui est DA qui dit et si je me testais sur l'acquisition. C'est un peu compliqué parce que c'est là où on dit je pense que l'essence même du marketeur c'est la curiosité et on a envie de voir ce que l'autre fait et on a envie de faire comme il fait et c'est très dur à gérer ces envies de chacun. Je vais être honnête, le cas s'est pas trop présenté dans mon cas. Je pense que dans les équipes que j'avais des profils suffisamment spécialisés pour que, tu vois, la personne que j'avais en PED, par exemple, à un moment chez 360, jamais elle aurait voulu faire du design ou du content. Son truc, c'était les chiffres. Plus il y avait de chiffres dans l'Excel, plus elle était contente. Elle n'aurait pas voulu passer sur quelque chose d'autre. Donc peut-être que tu peux éviter ce problème en recrutant des gens avec des appétences très claires. Et sinon, après, pour quand même répondre à la question, mais pour moi, c'est du management et c'est de la discussion et c'est de voir les adéquations avec la boîte aussi. Et est-ce que tu peux effectivement proposer ces parcours un peu croisés ou est-ce que c'est pas du tout possible? Ok, très bien. Écoute, merci beaucoup. On arrive à 0-0, on ne dépasse pas. On dépasse pas, mais on est là après si vous avez des questions. On reste. Merci d'avoir assisté à ce talk qui ne correspondait pas du tout au titre. Merci.